Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a dans l'après-midi de ce mardi présenté aux deux chambres du Parlement la mise en œuvre des mesures que le gouvernement a mises en place pour la relance de l'économie nationale pendant la pandémie de Covid-19. Selon les experts économiques, les résultats obtenus dans le secteur industriel au cours des 7 dernières années dans le cadre de la stratégie nationale de transformation NST1 constituent un pilier vers les objectifs économiques du pays. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a dans l'après-midi de ce mardi présenté aux deux chambres du Parlement la mise en œuvre des mesures que le gouvernement a mises en place pour la relance de l'économie nationale pendant la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre a fait savoir que le Rwanda a tout fait pour prendre de bonnes décisions pour protéger la population et que le pays ne succombe pas à la pandémie de Covid-19 qui a affecté l'économie mondiale au cours de presque 3 années. L'économie mondiale, en ce qui concerne l'inflation, a affecté la population parce qu'en 2021, le taux d'inflation s'est accru de 4,7% et de 8,7% en 2022 et de 6,8% en 2023. Le Premier ministre a souligné que tout cela a fait suite à ce qu'un peu partout au monde, certaines industries avaient fermé les portes et qu'il y avait eu réduction des emplois et celle des déplacements un peu partout dans le monde, entraînant par conséquent la pénurie de produits industriels au marché. Parlant de l'économie du Rwanda, le Premier ministre a fait savoir que suite aux mesures qui ont été mises en place, le taux de croissance a été de 8% au cours des 3 dernières années. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Selon les experts économiques, les résultats obtenus dans le secteur industriel au cours des 7 dernières années dans le cadre de la stratégie nationale de transformation NST1 constituent un pilier vers les objectifs plutôt économiques du pays. Parmi les résultats les plus visibles, 300 entreprises industrielles ont été créées. C'est un récit de Patrick Nilidandi. 2 secteurs clés, l'industrie à valeur ajoutée des produits agricoles et celle de la transformation des minéraux, vont contribuer au développement du secteur industriel à hauteur de 21,7% du PIB du pays d'ici à juin de cette année. Les pertes dans notre production seront récupérées car nous avons maintenant une usine qui le collecte et cette usine récupère 3 tonnes par mois et cela a conduit à une augmentation de la production des 2 tonnes de 10 à 12 tonnes. Nous avons la capacité de transformer 144 tonnes par jour et nous pouvons moudre 42 000 tonnes de maïs par an. Ces niveaux de production démontrent que nous avons désormais la capacité de satisfaire le marché local en maïs. Avec une farine de maïs de bonne qualité, nous sommes également capables d'exporter. Actuellement, il reste seulement 0,7% pour que le pays atteigne son objectif de 21,7% du produit intérieur brut partant de 16,5% en 2017. Le secteur industriel connaît un taux de croissance de 17% et représente 30,1% des exportations totales. L'expert en économie François Kanimba démontre qu'avec ce progrès, le secteur s'aligne sur l'objectif du pays de devenir le pôle industriel de la région. Lorsque vous regardez la situation de la sécurité financière et le développement du secteur financier, vous trouvez que le Rwanda a un niveau satisfaisant par rapport à d'autres pays africains qui ont encore du mal à accorder de prêts, ce qui gêne les entrepreneurs.
Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Eziel Ndagijimana, réitère qu'au premier trimestre 2023, le secteur industriel a connu une croissance de 16% par rapport au même trimestre en 2022. Ce secteur a augmenté de 6,3% au deuxième trimestre et de 8% au troisième trimestre. Un autre secteur prometteur, les mines, qui connaît une croissance, mais pas au niveau souhaité. Nous avons également des exportations dans le secteur industriel. Une autre mesure est l'augmentation des produits fabriqués au Rwanda pour le marché local, ce qui peut contribuer à la diminution des importations. Nous améliorerons la réalisation de cet objectif. Avec un total de 1119 industries construites dans le pays, 311 ont été créées au cours de 7 dernières années, en partant de juillet 2017. Ce mardi marque le deuxième jour d'une réunion que le Rwanda accueille pour harmoniser les normes alimentaires en Afrique. L'Organisation africaine de normalisation, par l'intermédiaire de l'Office rwandais de normalisation, reçoit 140 experts de 28 pays africains, membres de l'ARSO, pour harmoniser ces normes alimentaires. Amandine Ndikumasabo pour les détails. L'Organisation africaine de normalisation, en collaboration avec les partenaires de développement continentaux et avec le soutien des experts de ces pays membres africains, a donné la priorité à l'harmonisation des normes dans 8 secteurs du domaine alimentaire. Le secrétaire général de l'ARSO indique qu'il collabore avec les pays avancés dans la normalisation pour relever les défis identifiés par l'ARSO. Lorsque je vois les 10 dernières années, c'est qu'il est important de signaler que nous avions en 2012 aux alentours de 115 normes, mais aujourd'hui on parle de 1869 normes. Ouais. Et si on regarde en comparant avec l'Europe, en comparant avec l'Asie, l'Europe est très avancée. Et on fait aussi des formations, on engage l'Europe pour essayer aussi de nous aider. Mais la première difficulté que je peux signaler, c'est du côté des règlements techniques. Côté des règlements techniques, si on développe des règlements techniques qui ne sont pas liés à la norme que nous avons sur le continent, c'est difficile aussi d'avoir le commerce entre nos pays. L'Europe a pu arriver à un point où ils n'ont pas beaucoup de difficultés sur le développement des règlements techniques. Je peux signaler que ça, c'est le plus important. Le deuxième point, c'est que les reconnaissances mutuelles. Et l'Europe a des connaissances mutuelles. L'Asie aussi est un peu développée sur les accords de reconnaissance mutuelle. Et nous sommes en train d'essayer, on a à peu près 8 pays maintenant qui discutent sur les reconnaissances mutuelles. Mulenzi Raymond, directeur général de l'Office rwandais de normalisation, a réitéré que l'harmonisation des normes établit un langage commun pour faciliter et accélérer le commerce intra-africain, car tous les pays se sont engagés à le faire et que les normes servent de référence pour éliminer les obstacles techniques au commerce. L'élaboration de normes harmonisées fait partie des priorités clés de l'ARSO et de l'Union africaine dans son ensemble. Les pays participants sont Angola, Burundi, Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Libéria, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Maroc, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Et l'invité de cette grande édition, c'est François Rutaisire. Il est à la tête du centre Gicumbi, un centre culturel rwandais se trouvant à Paris. De passage à Kigali, il va nous en dire plus sur ce centre, mais aussi sur les rencontres littéraires Nirarumaga, une activité qu'ils organisent en marge de la triennale de Kigali qui se déroulera du 16 au 25, ici dans la capitale rwandaise. François Rutaisire, merci de nous rejoindre sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Oui, alors un centre culturel rwandais à Paris, en France. Très intéressant. J'aimerais que vous nous en dites plus.
Ce centre culturel rwandais en France a été créé parce qu'il correspondait à un besoin. Parce qu'il y a des Rwandais qui vivent en France, mais la culture rwandaise peut intéresser, comme toutes les cultures, on peut s'intéresser aux cultures des autres peuples. Hein, et on s'est dit que la culture rwandaise pouvait intéresser d'autres peuples africains, et bien, en dehors des peuples rwandais. C'est une association qui a été créée en 2002 par M. Damien Rweyera. Malheureusement, il a créé ce centre-là et puis après, il nous a quittés. Voilà. Mais on a décidé, vu l'importance, l'intérêt d'un tel centre, il a été décidé qu'il fallait poursuivre ce centre-là et continuer les activités que s'était assignées. Donc ce centre-là, il a pour mission, il a toujours pour mission de valoriser la diversité culturelle, hein, et de promouvoir des projets culturels. Laquelle diversité culturelle, laquelle promotion des projets culturels permet aux gens de vivre ensemble, hein, et permet une certaine inclusion sociale des individus. Alors, l'objet principal de ce centre, bien sûr, comme il est dit, c'est la culture. J'aime bien toujours commencer par la définition qu'en donne l'UNESCO. La culture, qu'est-ce que c'est? Oui. Hein? La culture, l'UNESCO l'a définie comme ça, c'est l'ensemble des traits distinctifs d'une société, d'un peuple, et qui ont trait à l'intellectuel, qui ont trait au spirituel, qui ont trait au matériel, mais qui ont trait aussi à l'affectif, aux émotions. Voilà, ça c'est la définition qu'en fait l'UNESCO, disons à l'échelle globale. Mais il y a une culture, c'est la notion de culture aussi à l'échelle individuelle. Ça, c'est l'ensemble des connaissances qu'un individu peut acquérir pour se former dans différents domaines. Absolument. Ça peut être la sculpture, ça peut être la littérature, ça peut être la peinture. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Et on ne peut pas douter que quand on parle de culture rwandaise, c'est aussi une identité propre aux Rwandais. Et c'est bien que ce soit véhiculé jusque dans une grande ville comme Paris, et aussi loin de Kigali, mais qui d'un coup devient moins loin à travers donc, cet échange culturel, disons. Et alors, vous êtes actuellement à Kigali dans le cadre des rencontres littéraires Nyirarumaga. C'est une activité qui est organisée dans le cadre de la Triennale de Kigali. Et quand on entend les rencontres littéraires, on entend littérature, et il y a beaucoup d'amateurs de littérature, de livres, etc., qui se demandent maintenant qu'est-ce que c'est, qui va y participer. Dites-nous. Voilà, je vais faire juste un petit retour en arrière. Oui. D'abord pour expliquer pourquoi ces rencontres ont été appelées Nyirarumaga. D'accord. Rencontres Nyirarumaga des littératures africaines. Oui. D'abord, c'est un critère auquel on tient beaucoup, qu'il faut que ce soit l'ensemble des littératures africaines. On a un fond commun africain, qu'on soit rwandais, qu'on soit tchadien, qu'on soit sénégalais. Voilà, donc c'est les rencontres maintenant. Pourquoi les rencontres Nyirarumaga? Nyirarumaga, c'est une grande poétesse rwandaise du XVIe siècle, si je ne me trompe pas, et qui est ça, une très grande poétesse qui a permis, à partir du moment de fixer des règles de la poésie, qui date de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, à partir d'un poème qu'elle a appelé Imakanizi. Et elle a permis de faire l'historiographie de ce pays, du Rwanda, hein, en permettant de connaître l'histoire des rois à partir de ces poèmes-là jusqu'à aujourd'hui. Elle a créé, en plus de ça, une institution de la poésie dynastique. Donc ces deux éléments ont permis, et c'est pour cela qu'on a tenu à reconnaître cette grande poétesse, à l'honorer, et après ces rencontres, les rencontres Nyirarumaga des littératures africaines. On a organisé une première édition à Paris au mois de juin 2023. Et on avait décidé à la fin d'organiser sur un rythme annuel, alternativement, des rencontres à Paris et des rencontres à Kigali. Celles qu'on organise aujourd'hui, c'est celles qui suivaient celles de Paris et s'inscrivent, justement, là vous posez la question, et s'inscrivent dans la Triennale de Kigali. Absolument. On va les organiser du 20 au 22, 20, 21, 22 février. Voilà. Et donc il y aura des auteurs africains et rwandais, c'est ça? Exactement. Il y aura des auteurs africains, des auteurs rwandais, et il y aura même des auteurs ni rwandais ni autres africains qui viennent de l'extérieur. Il y aura une cambodgienne, parce que je vais vous expliquer peut-être pourquoi après.
Il y aura même une autre personne qui... Voilà, c'est ça. Pour diversifier le maximum. Voilà. Okay. Absolument. En tout cas, ça nous permet d'avoir une idée de ces activités donc, qui vont se passer le 20, le 21 et le 22. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé sur notre plateau pour nous en parler. Merci beaucoup, François Lutaïsile. Voilà, je vais juste très vite dire quels sont les thèmes qui vont être développés. Oui, rapidement. Dans la mesure où c'était la 30e commémoration du génocide, on s'est dit qu'il fallait consacrer une journée à la commémoration, le génocide dans la littérature. Dans un premier temps, on va appeler quelques auteurs qui sont bien spécialisés là-dedans, qui vont nous parler des origines du génocide dans la littérature. On va voir l'aspect de l'indicible, ce qui est arrivé, et le témoignage et la résilience. Et enfin, on va faire appel à des gens qui ont écrit sur le Rwanda pendant le génocide, si on écrit sur le génocide du Rwanda, on va faire appel à eux. Et puis le lendemain, on fera la littérature de façon générale. Et le troisième jour, un sujet qui est important, la culture d'un pays est basée sur sa langue. Et on fera un panel qui sera consacré aux langues africaines et face aux langues de communication internationale, donc forcément au Kinyarwanda. Et vous aurez l'occasion de voir ce qui va être développé ce jour-là. Absolument. Voilà. On espère qu'on pourra peut-être vous avoir plus tard pour nous dire ce qui s'est passé. Ça semble très passionnant. Merci beaucoup, François Lutaïsile. Vous êtes directeur donc, du centre Gicumbi, c'est un centre culturel rwandais se trouvant à Paris. La grande édition continue. La 17e Assemblée générale de l'Association de défense des intérêts des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, Ibuka, a lancé un appel à toutes les institutions du pays en les invitant à s'attaquer sans plus tarder aux problèmes épineux de manque de logement pour les survivants, ce qui freine leur épanouissement et leur développement. C'est un récit de Patrick Nilidandi. Suivez. Au cours des 2 jours de l'Assemblée générale tenue à Kigali, les participants ont salué le progrès réalisé sur le chemin de l'unité et de la résilience du pays en général et des survivants du génocide en particulier, processus qui bénéficie du soutien du gouvernement du Rwanda. Ils ont toutefois souligné la nécessité d'un soutien supplémentaire pour les familles vulnérables et ont exprimé leur inquiétude quant à l'accessibilité limitée de certains services médicaux qui ne sont pas actuellement disponibles que dans les hôpitaux de référence et universitaires. Prenons par exemple les personnes souffrant de diabète ou de cancer. Nous avons de nombreux survivants qui n'ont pas accès à ces médicaments dans les centres de santé ou les postes de santé où ils vont se faire soigner, parfois même dans les hôpitaux des districts. Ils devraient pouvoir les trouver dans les pharmacies, même privées. Et parfois, ces médicaments ne figurent pas sur la liste des médicaments autorisés à être fournis par les pharmacies. Ce que nous demandons, c'est qu'elles facilitent l'accès des survivants aux services de santé, depuis les centres de santé, mais aussi vers les hôpitaux des districts, afin qu'ils ne soient pas transférés dans une autre structure. Lorsqu'ils sont gravement malades, vous savez que cela prend plus de temps pour obtenir un transfert vers l'hôpital de référence. L'Association de défense des intérêts des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, Ibuka, a appelé à l'accélération du programme visant à fournir un logement aux 5000 personnes qui manquent actuellement de toit. Nous sommes conscients du budget utilisé à chaque niveau de district et vous constatez que le nombre de maisons à construire chaque année est très faible. Nous attendons dire parfois qu'il faudra 40 ans pour atteindre cet objectif. Mais ce que nous aimerions, c'est que cela soit réalisé le plus tôt possible. Mais nous sommes conscients que c'est une question qui doit être discutée au niveau des différentes institutions. L'Assemblée générale d'Ibuka réunit des représentants des survivants du génocide, résidant aussi bien au Rwanda qu'à travers les différents continents. Les participants à cette Assemblée générale ont souligné la nécessité d'éliminer et d'apporter des solutions aux indemnisations laissées par les procès dans les juridictions gacaca.
En outre, ils ont exhorté les ministères de l'unité nationale et de l'engagement civique à rationaliser l'accès aux documents Gacaca conservés dans les archives, en particulier lorsqu'ils sont nécessaires à des fins judiciaires dans l'exercice de la justice. En outre, ils ont appelé ceux qui participent à la construction et à la consolidation des mémoriaux du génocide à préparer de manière proactive une étude complète relative au contexte historique et aux autres éléments symboliques qui seront incorporés dans ces mémoriaux. L'Assemblée générale d'Ibuka a exhorté les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis qui vivent dans la diaspora à maintenir des liens plus étroits avec la terre de leurs ancêtres. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.